Mesdames et messieurs, bonjour. Je sais que vous êtes venus voir Josette. Je le sais. Mais Josette m'a dit, je ne veux pas que mes amis me voient tout de suite. Je veux qu'ils me voient dans 1 heure et quart. Est-ce que tu peux faire ta conférence? Ah, j'ai dit, Josette, je veux bien être ta vedette américaine, puisque Josette, aujourd'hui, c'est la star. Et vous allez voir, vous connaissez, tout le monde connaît Josette ici? Non, qui ne connaît pas Josette? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous êtes venu pour moi? Non, quand même pas. Si, ah, super, génial. Ah, ouais. Ils sont quand même gentils. Ils sont quand même gentils. Bien, donc vous avez droit à 2 conférences ce soir. Une conférence sur l'optimisme et une conférence sur la diversité avec Josette. On va démarrer par la conférence sur l'optimisme, vous voulez? Ça vous plaît? Je vous sens chaud, là. Attention, pas s'enrhumer. Dites-moi, est-ce que vous vous souvenez de votre classe? Attendez, je vais tester ça. Ouais, c'est bon. Est-ce que vous vous souvenez de votre classe de seconde? Oui. Qui peut me raconter sa classe de seconde? Terrible. Donc là, vous êtes la sœur de Josette. Et, de toute façon, vous êtes l'ami de Josette, vous êtes la sœur de Josette, vous êtes l'ami de Josette. Alors, racontez-moi votre classe de seconde. Non, vous ne pouvez pas? Bon, je vous raconte la mienne, alors. Si? Non, je racontais la mienne. Alors, moi, j'habite à Valence. Bon, on est adolescent, en seconde, troisième, quoi. Je suis en troisième, j'habite à Valence. Et j'ai un père qui est terriblement dur, pessimiste, négatif, etc. Et j'ai qu'une envie, mais vraiment qu'une envie, c'est prendre l'air, avoir de la liberté. Et pour avoir de la liberté, vous savez ce que je demande à mes parents? Je leur demande d'être pensionnaire. Parce que quand tu es pensionnaire, tu es libre. Alors ils me mettent pensionnaire à Sainte-Colombe-les-Viennes. Sainte-Colombe-les-Viennes, si vous voyez Valence, c'est 1 heure au-dessus, dans le nord. Et là, je suis en classe de seconde, et cette classe de seconde a été une classe extraordinaire. J'ai absolument tout appris. Quand je dis tout, c'est tout. J'ai appris à fumer, j'ai appris à picoler, non, à boire, à picoler, et j'ai appris le plus agréable, la plus agréable des leçons, j'ai appris, à votre avis, à aimer, à draguer, à rencontrer les filles. Une année fabuleuse. J'espère que vous avez vécu la même, parce que ça reste... Ah oui, pareil, la même. Ça reste ancré, hein. Ça reste ancré. Tellement fabuleuse qu'à la fin de l'année, le directeur de l'établissement téléphone à mon père et dit à mon père, Monsieur Ackerman, voulez-vous venir chercher votre fils? Il est renvoyé. Je m'imagine la tête de mon père. Mon père, c'est quelqu'un de, je vous l'ai dit, de négatif, mais surtout de hyper cultivé. Il a une belle place, il est directeur d'usine, il a des diplômes, il n'a jamais redoublé, il n'a jamais été renvoyé. Je m'imagine la tête de mon père derrière le téléphone. Mais le directeur lui dit, Monsieur Ackerman, c'est pas tout. Non seulement votre fils est renvoyé, mais il est autorisé à redoubler. Autorisé à redoubler. Je m'imagine encore la tête de mon père avec ces 2 événements. Mais monsieur Ackerman, ce n'est pas tout. L'année dernière, votre fils, en troisième, il a passé un examen certainement le plus dur qui existe, le BEPC, le brevet. Il l'a échoué. Cette année, il a voulu le repasser. Vous savez quoi? Vous connaissez l'histoire par cœur, madame, je vois. Il l'a échoué. Je m'imagine encore la tête de mon père. J'attends dans la salle d'attente longtemps. Et mon père arrive, pas une parole, pas un regard, pas un sourire, pas une engueulade, rien. Monte dans la voiture. On monte dans la voiture et on regarde tous les 2 l'horizon. Pendant 1 heure, l'horizon. Personne n'ose regarder l'autre. Moi, je me dis, quand est-ce que mon père va s'adresser à moi? Rien. On arrive dans l'appartement à Valence, va dans ta chambre. Tu en ressortiras que de quand, je te le dirai. Et là, il se passe 1 heure, 2 heures, 3 heures, je ne sais pas, long en tous les cas. Et tout d'un coup, il rentre et il dit, voilà, puisque tu es un feignant, puisque tu ne veux rien faire, on ne va pas continuer à te payer les études. Alors, dès demain, tu commences comme plongeur à l'hôtel des négociants à Valence. Et il ferme la porte. Plongeur.
celui qui fait la vaisselle. Et là, j'entends ma mère derrière qui dit non. Moi, je veux pas que mon fils il soit plongeur, je veux pas que mon fils travaille, je veux que mon fils fasse des études. Mais mon père lui dit, mais des études, mais regarde-le, ça fait la deuxième fois qu'il redouble. Il a déjà redoublé un 8e, il redouble encore maintenant, il veut rien faire, il pense qu'à s'amuser, il a des examens, il n'a jamais eu un prix d'honneur, mais même pas un accessite, il n'a jamais rien eu. On va pas continuer. Et je sens que le ton monte entre ma mère et mon père. Et tout d'un coup, mon père dit à ma mère, ça va, occupe-toi de lui, moi c'est fini. La nuit se passe. Je ne dors pas trop. Le lendemain, maman prend mon super bulletin de notes et s'en va faire le tour des établissements de Valence pour chercher une école qui voudrait bien me prendre. Non, on ne prend pas votre fils. Non, on ne prend pas votre fils. Non, non, pas du tout. Et un seul établissement veut bien me prendre. Cet établissement, c'est le cours commercial Notre-Dame. Il a une particularité, c'est qu'il n'a qu'une section. Je parle pour les plus vieux. Il a la section G. Ça vous dit quelque chose? La section G, je vois qu'il y a des connaisseurs. Pour ceux qui ne sont pas connaisseurs de la section G, il n'y en a plus, ça n'existe plus. Tellement le niveau était élevé. Alors il y avait G3. Quelqu'un connaît G3 ici? G3, c'était les gens qui faisaient la vente, la communication, la distribution. Tu les voyais à l'école, ils avaient souvent le costume, etc. C'était chouette. Et puis tu avais les G2. Les G2, quelqu'un est G2 ici? Ah là, les aristocrates. Là, ceux-là, les G2, tu les voyais. Gestion, finance, comptabilité. Et puis tu avais G1. G1, sténo, dactylo, correspondance commerciale. Ils m'ont pris en G1. Mais voilà, en G1, je ne sais pas ce que ça veut dire. La rentrée se fait. Je rentre dans la classe. Et là, je me dis quand même, quelle belle section. On était 3 garçons et 25 filles. 3 années. Extraordinaire. Seconde, première, terminale. Ça s'est bien passé. Ça a été... Donc je sors avec mon bac G1. Je sors avec mon bac G1 et je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire avec un bac G1? Je n'ai pas envie d'être sténo, je n'ai pas envie d'être dactylo, je n'ai pas envie d'être assistante de direction, je n'ai pas envie d'être assistante, même secrétaire. Et je me dis, quel métier je pourrais faire où on ne te demande pas de diplôme? On est d'accord? Quel métier je pourrais faire? Alors je cherche, et j'en trouve un. Je trouve un métier pour lequel on ne demande pas de diplôme, et je décide que je serai chef d'entreprise. Dirigeant de société. Parce que là, on ne vous demande jamais de diplôme. Vous êtes bien d'accord? Chef d'entreprise de quoi? Je n'en sais rien, mais je serai chef d'entreprise. Alors, on déménage sur Lyon. Sur Lyon, je suis le roi du baby-foot. Vraiment, je suis devenu très très fort. Je fais des compétitions, on gagne, avec un coéquipier très sympa. Et un jour, ce coéquipier me dit, écoute Jean-Philippe, je m'en vais à Toulouse voir mon cousin qui a créé un magasin de sport, est-ce que tu veux venir avec moi? Bon, j'ai rien à faire, je l'accompagne. Et quand je vois le magasin de sport à Toulouse, je me dis, bah, c'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire. Je suis un sportif, je joue au foot, je joue au tennis. Je dis, être dans un magasin de sport, ça va être génial. Alors je dis à ce cousin, est-ce qu'il y a un magasin de sport dans la région qui serait libre, qu'on pourrait reprendre? Et là, il dit oui. Il y en a un à Fleurance, dans le Gers. Vous voyez un peu, on voyage. Hein? Fleurance, dans le Gers. Vous voyez où c'est, Fleurance, non? C'est magnifique. Allez-y, c'est le pays de l'ail, du canard gras et tout. C'est ça. Donc on va à Fleurance, et là, on va à ce magasin de sport, absolument fabuleux, fermé. On demande qui est le propriétaire. On trouve un monsieur Dupouille, écarré sur son état. Et là, je lui dis, votre magasin de sport me plaît, je voudrais le prendre. Vous avez déjà géré un magasin? Non, jamais. Vous avez déjà travaillé sur des stocks? Non, jamais. Vous avez déjà vu des fournisseurs et négocié avec eux? Non, jamais. Vous avez un associé? Bah tiens, il est là peut-être. Tu vois, moi, je m'en connais, tu vas être mon associé? Il me dit oui, donc j'ai mon associé. Vous avez de l'argent? Non. Et vous voulez prendre le magasin de sport? Oui. Tellement je suis déterminé, tellement j'en veux, qu'il me dit, bon, ok, d'accord, je suis d'accord. Mais vous n'avez pas d'argent? Non.
Donc, on va avoir le Crédit Agricole qui est à côté, et le Crédit Agricole, sur la bonne mine de mon propriétaire, nous prête 50 000 francs. Et c'est comme ça qu'on devient chef d'entreprise d'un magasin de sport. J'ai 23 ans. Ça se passe bien. 26 ans, badam, le magasin de sport, on est obligé de le fermer. Je ne sais plus pourquoi on est obligé de le fermer, si c'est parce qu'il y avait une crise économique très forte et que tous les jeunes de Florence, ce petit village, étaient partis, ou je ne sais pas, peut-être que en face du magasin, il y avait la seule boîte de nuit de Florence, et je ne sais plus si j'étais gérant du magasin ou gérant de la boîte de nuit. Et c'est vrai que ça n'aide pas. Donc je me retrouve à 26 ans, mesdames et messieurs, avec un super cursus pour démarrer dans la vie, un bac G1 et une faillite. La vie commence. Il faut que je trouve du boulot. J'apprends qu'à Avignon, on voyage encore, une mutuelle cherche un commercial, une mutuelle d'assurance santé, cherche un commercial à Avignon, et donc je postule et je suis pris comme commercial, il y a 75 salariés. Et mon rôle, c'est de vendre des contrats d'assurance santé auprès des entreprises. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est obligatoire, mais qu'à l'époque, il fallait faire du démarchage. Ma foi, ça me plaît, ça marche bien. Au bout de 6 mois, le directeur commercial prend sa retraite et je suis nommé à sa place. C'est déjà pour moi une belle promotion. Bien, il n'y a pas beaucoup de commerciaux, ils ne sont que 5, hein, mais je suis content. 6 mois plus tard, j'ai 27 ans, le directeur général, un soir, vient me voir dans mon bureau et me dit « Jean-Philippe, je vais prendre ma retraite. » Mais alors là, ça tourne dans ma petite tête. Je me dis, après tout, j'ai 27 ans, si je postulais pour être le directeur général, pour remplacer cette personne-là. Je me dis que j'ai le profil. J'ai un bac G1, j'ai fait une faillite, et j'ai jamais managé personne. Donc je pense que ce poste est fait pour moi. Et donc je le dis, je veux être nommé directeur général. Il me dit, ah bon, tu veux être? Fais-nous une lettre de motivation. Je fais une lettre de motivation. Dans la lettre de motivation, j'écris qu'ils me fassent une période d'essai d'1 an. S'ils ne sont pas contents, ils me remettront directeur commercial. S'ils ne sont pas contents, commercial. Et puis s'ils ne sont pas contents, ils me mettront où ils veulent. Quelques semaines se passent. Réunion du conseil d'administration. Le directeur général me dit, reste dans ton bureau. On va délibérer. On a reçu beaucoup de candidatures. J'attends dans mon bureau, un peu fébrile. Il arrive vers 21h, 21h30 et il me dit, Jean-Philippe, on t'a nommé directeur général de la société. À 27 ans, sans compétences managériales. Alors, bien sûr, on fait ça avec mon épouse, champagne, etc. Et le lendemain, je viens au bureau. Et là, le directeur général me dit, mets-toi à ma place pour bien montrer que c'est toi le nouveau directeur général. Donc je prends sa place et il me dit, je vais t'apprendre le métier. Alors, il m'explique comment on fait, etc. Le management. Et ce management, il a une expression extraordinaire. Il me dit, tu sais, on n'est plus en 68. Là, j'ai compris que son management était terrible. Et donc, il m'explique, puis je dis, moi, je voudrais voir les comptes. Il me dit, les comptes, tu verras. Le lendemain arrive, il continue à me former, et je dis, je voudrais voir les comptes. Les comptes, tu verras, tu as le temps. De toute façon, ils sont toujours justes, on prend les relevés bancaires, on passe les écritures, c'est bon. Et là, je suis inquiet quand même, parce que dans bac G1, on a un peu de comptabilité. Et le troisième jour, j'arrive et je dis, maintenant, je vais voir les comptes. Et là, j'ai compris. Là, j'ai compris pourquoi il m'avait nommé directeur général. La société n'est pas en faillite, mais elle n'en est pas loin. Alors, pourquoi ils m'ont nommé? Ils m'ont nommé parce qu'ils avaient des candidatures de personnes de 40, 45 ans, avec beaucoup plus de compétences. Mais dans leur idée, on ne pouvait pas redresser la boîte. Ils s'étaient dit, si on nomme Jean-Philippe, ce jeune-là qui en veut, mais s'il échoue, c'est dans l'ordre des choses. Mais va savoir. Peut-être comme il est positif, il est optimiste, il est toujours enthousiaste, peut-être qu'il peut réussir. Donc on va prendre le pari sur lui. Alors, vous avez bien compris que j'ai aucune compétence managériale. Absolument aucune. Mais j'ai 2 convictions. J'ai 2 convictions très fortes. La première conviction, c'est que j'ai compris à l'âge de 21 ans. J'ai rencontré pour la première fois la mort, et j'ai compris à l'âge de 21 ans qu'on vit qu'une fois. Une seule fois. Bien sûr, ça, vous le savez.
mais parfois on l'oublie. J'ai compris à 21 ans qu'on ne peut pas faire le chemin retour. Ce qui est dit est dit. Ce qui est fait est fait. Et que si on veut être heureux dans la vie, il vaut mieux avoir un passé mémorable, ou se le rendre mémorable, se le rendre joyeux, se le rendre heureux. Et puis j'ai compris que notre espérance de vie est faible, qu'on ne vit que à peu près 30 000 jours, un peu moins, un peu plus. Alors à 21 ans, puisque j'ai compris tout ça, j'ai pris une décision. J'ai pris une vraie décision, une décision mûrie, réfléchie, approfondie. À 21 ans, j'ai pris la décision d'être heureux le reste de ma vie. Je ne sais pas ce que ça veut dire à 21 ans d'être heureux le reste de sa vie. Aujourd'hui, je le sais. Je sais, mesdames et messieurs, que le bonheur est un choix et non pas une conséquence. Je sais que ce choix-là permet la résilience, permet le rebond, permet la réussite. Alors, puisque je me suis donné ce droit d'être heureux, quand j'arrive avec mes 75 salariés, je me dis quoi? Je me dis, mes 75 salariés sont comme moi. Eux aussi ne vivent qu'une fois, qu'une seule fois. Eux aussi ne peuvent pas faire le chemin retour. Eux aussi, ils ont une espérance de vie de 30 000 jours, pour certains beaucoup moins parce qu'ils sont proches de la retraite. Alors je décide une seule chose. Je décide une seule action. Je décide de rendre mes collaborateurs le plus heureux possible. Le matin, quand j'arrive, je veux qu'ils soient heureux le long de la journée. Le soir, quand je pars, je veux qu'ils aient vécu une journée mémorable. Alors je mets un management, on est dans les années 80, c'est pas la mode, mais je mets un management dont on dit aujourd'hui qu'il est bienveillant, qu'il est respectueux, où j'écoute les collaborateurs, où je veux simplement qu'ils soient heureux de venir au job. Je mets en place des tas de choses que je mets en place encore maintenant sur certains clients. J'invente un management différent. Je n'ai qu'un objectif, qu'ils soient heureux. Je n'ai pas l'objectif du chiffre, je n'ai pas l'objectif de la rentabilité. Ça, je l'aurai plus tard. Et pour l'instant, je n'ai qu'un objectif, qu'ils soient heureux. Et puis, j'ai une deuxième conviction. La deuxième conviction, c'est que je me dis que si le matin, j'arrive en faisant la tête, vous savez, il y a des patrons, ils arrivent, ils font la tête. Tu ne sais pas pourquoi ils font la tête. Ça va? Non, ça ne va pas. On va s'en sortir? Bien sûr que non, on ne va pas s'en sortir. Les journées vont bien? Non, elles vont mal. La société va bien? Non, elle va mal. Le monde va bien? Non, il va mal. Vous savez, ce genre de patron qui est hyper motivant. Ce genre de patron, on a envie de bosser pour lui. Je me dis que si je suis comme ça, je suis sûr d'une chose, c'est que on va échouer. Alors je prends la deuxième résolution. C'est que je décide d'être optimiste, constamment optimiste, d'offrir du sourire, d'offrir du projet, d'offrir du futur. Et avec ces deux convictions, en l'espace d'un an, là on nous avait dit que c'était compliqué, on sauve la société. Ces deux convictions qui sont comment je fais en sorte de rendre heureux mes collaborateurs au quotidien et comment moi, en tant que dirigeant, je suis optimiste au quotidien. Alors qu'est-ce que j'ai appris de tout ça? De toute cette histoire depuis la seconde. J'ai appris, mesdames et messieurs, que ce n'est pas la réussite qui donne le bonheur. Contrairement à ce qu'on croit, c'est le bonheur qui permet la réussite. Je l'ai vécu. Ce que j'ai appris aussi, c'est, comme dit Baden-Powell, et pour moi c'est la plus belle définition de l'optimisme, c'est pour ça que je vous l'ai mis en slide, c'est que l'optimisme est une forme de courage qui donne confiance aux autres et qui mène au succès. Il fallait que ma mère soit courageuse pour s'opposer à mon père, mais elle a bien fait. Il fallait que je sois courageux ou inconscient, parfois le courage c'est aussi de l'inconscience, pour prendre ce magasin de sport sans argent. Il fallait peut-être être courageux ou inconscient pour accepter de prendre la direction d'une société dont on découvre qu'elle est en situation compliquée. Mais l'optimisme, c'est une forme de courage. Et c'est aujourd'hui qu'il faut être optimiste, pas quand tout va bien. C'est aujourd'hui qu'il faut avoir ce courage. Et ce courage, surtout dans les entreprises, il donne confiance aux autres et il mène au succès, ce que j'ai vécu. Puisqu'après, pour finir mon histoire, après avoir redressé cette société, à l'âge de 40 ans, quand je l'ai quittée, j'avais envie de faire autre chose. Cette société de 75 salariés en avait 350.
Et j'avais la fierté de distribuer chaque année l'équivalent de 3 mois et demi de salaire en intéressement. Simplement, parce que j'avais décidé de rendre heureux mes collaborateurs et que j'avais décidé que moi, en tant que dirigeant, je serais résolument optimiste au quotidien, même quand il y a des difficultés. Alors, vous voyez, c'est ça l'optimisme. Quelqu'un m'interrompt. Ah, ma femme. Je vous présente Béatrice, mon épouse. Vous n'êtes pas obligé de l'applaudir, tu sais, elle n'est pas au courant. Que dis-tu, ma femme? Alors. C'est une bonne question, ça, pour vous? C'est une question que vous posez parfois. Est-ce qu'on peut être optimiste aujourd'hui après la pandémie et maintenant la guerre, avec l'inflation et tout ça? C'est une question qu'on peut se poser. Mesdames et messieurs, est-ce que vous pensez que si on est pessimiste, on aurait évité le Covid? Est-ce que vous pensez qu'en étant pessimiste, on aurait évité la guerre en Ukraine? Est-ce que vous pensez qu'en étant pessimiste, on aurait évité la guerre entre Israël et Gaza? Est-ce que vous pensez qu'en étant pessimiste, il y aurait moins d'inflation? Non. Parce que si c'était le cas, vu le nombre de pessimistes qu'il y a sur Terre, alors il y aurait la paix. Non. Non seulement le pessimisme ne résout rien, mais soulevant, il amplifie les choses. Vous savez, moi je suis très perturbé, peut-être comme vous, par la guerre en Ukraine. Et il y a quelques semaines, j'entendais un journaliste sur LCI interviewer une députée ukrainienne. Et la députée ukrainienne lui disait comment elle allait reconstruire le pays. Et à un moment donné, le journaliste lui dit « Madame, vous êtes terriblement optimiste alors que les bombes tombent. » Et elle a cette réponse extraordinaire. Elle dit « Monsieur, comment voulez-vous qu'on gagne la guerre si on n'est pas optimiste? Comment voulez-vous qu'on gagne la guerre si on n'est pas optimiste? » Alors oui, l'optimisme, c'est une forme de courage. C'est aujourd'hui qu'il faut être courageux. Mais je vais me faire aider dans ma démonstration par quelqu'un que vous connaissez certainement, il a juste 2000 ans. Et cette personne s'appelle Épithète. Épithète nous dit, ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. Et j'ai écrit un livre qui reprend à peu près la même, mais que j'ai oublié ce soir pour vous le vendre, donc vous économiserez 20 €, qui s'appelle « Aussi fine soit la tranche, elle a toujours deux faces », qui est une expression asiatique qui veut dire la même chose qu'Épithète. Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que l'événement est neutre. L'événement est neutre. C'est l'idée que nous mettons dessus qui va en faire sa force. Chaque événement a son négatif, mais aussi son positif. Chaque événement a ses problèmes, mais aussi ses solutions. Chaque événement a ses menaces, mais aussi ses opportunités. Et devant chaque événement, je peux avoir une attitude pessimiste, une attitude optimiste. Et ça m'appartient. Ça vous appartient uniquement à vous. Uniquement à vous. Ça appartient à chacun d'entre nous par rapport à ce que vous vivez maintenant, qui est un événement, bien sûr, faible, dans sa portée, mais de dire, ça me plaît pas. C'est bien, c'est pas bien. C'est uniquement ma vision des choses, ma vision du monde. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vous présente ça, que voyez-vous? Un canard. Qui a vu un canard? Qui a vu un canard, qui voit le lapin, qui voit les deux, etc. Alors, ce qui est fabuleux quand même, bien sûr, vous connaissez ça par cœur. Vous connaissez la mémé, vous savez, etc. Vous connaissez ça par cœur, ce genre de dessin. Mais ce qui est fabuleux, ce qui est extraordinaire, c'est que vous êtes d'accord que nous sommes tous à la même heure, tous au même endroit, tous au même jour, tous avec le même conférencier, tous avec la même vidéo, tous avec la même chaleur, tous avec tout. Et pourtant, il y a deux visions possibles. Mon cerveau, il a vu avant le canard ou le lapin, ou il a vu avant le lapin ou le canard. Et pour voir l'autre, il faut que je fasse un effort. Et parfois même, quand j'arrive pas à le faire, c'est mon collègue à côté, mon ami à côté qui me dit « Regarde comment ça fait. Si tu penches la tête par là, tu vois plus le canard, tu vois plus le lapin. » Parce qu'il faut un effort, parce que ma pensée, elle m'a orienté sur l'un ou sur l'autre. Il n'y a pas de raison sur l'un ou sur l'autre, ne vous inquiétez pas. Vous êtes d'accord avec ça? Donc ça, c'est l'événement.
Et après, je peux y mettre ce que je veux dessus sur l'événement. Je peux avoir un lapin ou un canard. Regardez là. Je vous présente le Tube. Le Tube, c'est le métro de Londres. Je vais vous demander uniquement avec votre cerveau, avec votre pensée, de le faire avancer ou de le faire reculer. Vous êtes d'accord? C'est parti, go. Faites-le avancer, faites-le reculer. Ouais. Tout le monde y est arrivé? Je pose une autre question. Qui n'y est pas arrivé? Ah, je suis content. C'est la première fois. Vous êtes un public extraordinaire. Ah, ça y est. Ah, quand même, quelqu'un a la franchise de dire, je ne l'ai pas vu. Ah, vous ne l'avez pas vu reculer? Vous l'avez vu qu'avancer? C'est bizarre parce qu'il y en a qui ne l'ont vu que reculer. Bon, quel est votre prénom? Andréane. C'est magnifique, ça. Andréane, donc, qui est la sœur de Josette. Andréane, donc, je vais que pour vous, les autres, vous ne regardez pas, que pour vous le repasser. Faites-le reculer maintenant. Maintenant, tous les autres, faites-le avancer, faites-le reculer, amusez-vous avec lui. C'est vous les patrons. Ça y est? Ça y est? Ah, ça y est. Bien, les amis, qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait pour le faire avancer, pour le faire reculer? Qu'avez-vous fait? Qui me dit ça? Alors, j'ai changé mon regard, l'angle, j'ai changé l'angle, j'ai interprété. Vous avez fait 3 actions. Vous avez mis en place 3 actions. Une intention, ça fait partie du... La première action que vous avez mis en place, c'est que vous m'avez fait confiance. C'est la première chose que vous avez... Parce que, dites-vous bien, si jamais vous vous dites, ce truc-là, avec ce conférencier-là, ça ne marche pas, vous n'y seriez jamais arrivé. D'abord, vous m'avez fait confiance. La vie, c'est la confiance. L'optimisme, c'est la confiance. Parce que vous m'avez fait confiance, consciemment ou inconsciemment, vous avez fait une deuxième opération, c'est que vous avez donné un ordre à votre cerveau. Interprétation, comment vous avez dit, intention. J'ai compris quelque chose. J'ai donné un ordre à mon cerveau. Ça veut dire quoi, ça, donner un ordre à mon cerveau? Ça veut dire que devant chaque événement, je peux donner un ordre à mon cerveau. Devant chaque événement, je peux regarder le négatif ou regarder le positif. Je donne un ordre à mon cerveau. Devant chaque événement, je peux voir la menace, mais je peux aussi aller voir l'opportunité. Je donne un ordre à mon cerveau. Devant chaque événement, je peux changer ma façon de voir les choses. Et donc après, vous avez compris que pour faire reculer, il fallait regarder derrière, mais ça c'est de la technique. Et pour faire avancer, il fallait regarder devant. Et en fait, c'est ça la vie. La vie dans une entreprise, la vie dans ta famille, la vie dans un environnement, c'est qu'il y a des événements qui nous viennent au fur et à mesure, tous les jours, plus ou moins agréables, plus ou moins sympathiques, et que moi, toujours, je peux avoir le double regard. Et ça m'appartient. Alors, vous avez compris. Vous avez compris que l'optimisme, c'est un choix, comme le bonheur. C'est votre choix. C'est votre choix à vous, d'être optimiste ou d'être pessimiste. Ce n'est pas les environnements. L'environnement, comme dit Épithète, ce n'est pas l'événement qui trouble les hommes l'idée qu'ils s'en font. Ça veut dire que chacun d'entre vous, on peut être pessimiste ou optimiste. Mais surtout, l'optimisme, c'est une vision d'avenir. Alors, je voudrais vous donner une définition entre positif, négatif, optimiste, pessimiste. Parce que souvent, on confond. Souvent, on confond. Positif, négatif, c'est une valeur d'interprétation de l'instant. J'aime ou j'aime pas. Ça me plaît ou ça me plaît pas. Par exemple, on est d'accord qu'on est de nouveau tous ensemble, à la même heure, au même endroit, le théâtre beau, à la même place, le même conférencier, le même slide, il n'y en a pas. D'accord? Il peut y avoir 2 attitudes. Première attitude. Moi, je suis venu voir Josette. Il est bien sympa, le mec, mais... Oh, c'est long. Ouh là 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 là. Moi, je suis venu voir que Josette, quoi. Donc, quand est-ce qu'il finit? Parce qu'après, j'ai mon ménage. Après, il faut que j'aille au restaurant, etc. Négatif. Vous avez le droit. Et puis, j'ai une deuxième catégorie. Deuxième catégorie qui dit « Waouh, mais c'est bon !» Je préfère cette catégorie-là. Hein, mais que c'est bien, ça me plaît, c'est intéressant, etc. C'est interactif. Enfin, ça, je me fais le cinéma, d'accord. Hein,
négatif, positif. Pourtant, on est tous ensemble au même endroit. Mais déjà, je peux avoir deux visions. Je peux avoir des gens qui pensent négatif et d'autres qui pensent positif. Et ceux qui pensent négatif, je vous donne un conseil. Switchez pour penser positif, sinon ça va vous embêter. Hein. Et alors, c'est quoi l'optimisme et le pessimisme? C'est de valeur d'interprétation du futur. On ne pas confondre présent-futur. Valeur d'interprétation du futur. Est-ce que j'ai confiance en futur? Ou est-ce que j'ai défiance dans le futur? Est-ce que j'ai confiance dans mon futur? Ou est-ce que j'ai défiance dans mon futur? Malgré tout ce qu'il se passe, malgré tout ce qui peut se passer, est-ce que j'ai confiance dans cette vie qui est qu'une, dont on ne vit que 30 000 jours à peu près? Ou est-ce que j'ai envie de m'embêter dans cette vie et de voir tout en noir? Vous savez, il n'y a pas d'optimiste utopiste ou de pessimiste réaliste. Les deux sont réalistes. Les deux voient le même événement, mais c'est la traduction de l'événement qui est tellement différente. Alors c'est quoi un pessimiste? Un pessimiste, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qui va se passer, mais qui pense que ça va mal se passer. Vous en connaissez peut-être des comme ça. Chaque fois quelque chose, il dit ça va mal se passer. Hein? Ouh là 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 là. Mais attends, tu ne sais pas ce qui va se passer. Oh non, moi je te le dis. Hein? Crois-moi, ça va mal se passer. Hein? Mais tu ne sais pas encore. Mais tu verras. Alors que l'optimiste, c'est quoi? C'est quelqu'un qui ne sait pas ce qui va se passer, mais qui sait que ça va bien se passer. Pas qui pense, qui sait que ça va bien se passer. Quand je prends ce magasin, je sais que ça va bien se passer. Non, ça ne s'est pas bien passé, mais le reste s'est bien passé. Qui sait que ça va se passer. D'accord? Et ça, c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que vous êtes chef de famille, vous êtes mère de famille, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes... Peu importe votre métier. Mais si je me mets dans le cadre d'une entreprise, ou même par rapport à l'éducation de mes enfants, ma façon de penser, je vais vouloir me donner raison. Si je suis pessimiste, consciemment ou inconsciemment, je vais mettre en œuvre des actions pour me donner raison. Tu vois, je te l'avais dit, ce n'était pas possible. C'était impossible qu'on y arrive. Vous vous rendez compte, en management d'entreprise, ce que ça donne, ça? Peut-être vous le vivez. Peut-être vous l'avez vécu. Des gens qui sont contents quand... T'as vu, je t'avais dit, hein? Ça ne marche pas. Et inconsciemment ou consciemment, il a mis tout en œuvre pour que ça ne marche pas. Pour se donner raison. Alors que la personne qui pense optimiste, qui a confiance dans le futur, qui a confiance dans la vie, consciemment ou inconsciemment, elle va mettre tout en œuvre pour se donner raison. Tu vois, je te l'avais dit. Ça a été dur, mais nous sommes arrivés. Je me rends bien compte que dans une entreprise, ça change tout. Dans une association, ça change tout. Dans l'éducation de mes enfants, ça change tout. Dans ma relation de couple, ça change tout. Ma façon de voir le monde, ma façon de voir le futur. Parce qu'il y a quelque chose qui est immuable, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain. Donc pourquoi être pessimiste, puisqu'on ne sait pas ce qui va se passer demain? Prenons l'événement comme il arrive et on le traduira, suivant notre façon de penser. Alors c'est ça, l'optimisme. Vous avez compris que, comme le dit Boris Cyrulnik, il faut comprendre que le pessimisme et l'optimisme n'ont rien à voir avec la réalité. Ils sont juste fonction de la représentation que l'on se fait du réel. Et comme le dit Boris Cyrulnik, et malgré que la vie soit compliquée, on peut toujours faire de sa vie une œuvre d'art. Et ça nous appartient. Mesdames et messieurs, vous avez compris quelque chose, c'est que l'optimisme est un choix et que ce choix permet beaucoup de choses. Regardez cette vidéo et on fait le commentaire après. La confiance et l'enthousiasme, Arthur Bauchet a 17 ans, en a à revendre. Impossible d'imaginer qu'il y a quelques années, la maladie génétique touchant sa moelle épinière l'empêchait de marcher. Il est désormais champion du monde de slalom et de géant. À un moment, on a deux solutions, soit on se plaint et voilà, on a la maladie, on ne bouge pas parce qu'elle nous empêche de faire des choses, soit on essaye à chaque fois de repousser un peu les limites de la maladie et de notre corps. Moi, j'ai choisi la deuxième option et franchement, je ne regrette rien. Repousser les limites, ils ont tous fait ce choix. Vous connaissez ce jeune? Ce jeune, il s'appelle Arthur Bauchet. Ce film a été c'est tiré de France 3. Tu dois connaître certainement Hervé. Ça a été fait il y a 6 ans. Il y a 6 ans, c'est avant les Jeux Olympiques de Corée, les Jeux Olympiques d'hiver de Corée. Et il sait qu'il a cette maladie est inguérissable. Et il est interviewé, il dit, mais moi j'avais le choix. Soit de tout abandonner, soit de rester sur le canapé, soit au contraire, de continuer à faire du ski.
Ce jeune, aux Jeux Olympiques de Corée, il a gagné 4 médailles. 4 médailles d'argent. 4 ans plus tard, à Pékin, il a toujours sa maladie, parce que sa maladie est incurable. Et si vous le voyez à la télé, il a toujours le sourire. 4 ans plus tard, aux Jeux de Pékin, il a 4 médailles, 3 médailles d'or, une médaille de bronze. Simplement parce qu'il a fait un choix. Dans la vie, on peut tous faire ce choix. On peut tous faire des choix. Ça nous appartient. Et ça n'appartient absolument qu'à nous et pas aux autres. Ce ne sont pas les événements qui trouvent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en foutent. Alors, quel résultat, par exemple, dans une entreprise? Parce que c'est bien sympa de dire, oui, mais est-ce qu'il y a des résultats? Je vais vous donner quelques chiffres, regardez bien, ça peut vous intéresser peut-être. Les entreprises qui mettent en place un management basé sur l'optimisme, la joie, basé sur le bonheur, tout ça, elles ont en moyenne, c'est source Harvard, elles ont en moyenne 37% de ventes d'augmentation. Bon, je suis d'accord, c'est une moyenne. Hein. Il y a moins. Il y a plus. Elles ont en moyenne 31% de productivité en plus. Elles ont en moyenne 19% d'efficacité en plus. Elles ont en moyenne, regardez bien, 26% d'absentéisme en moins. Vous savez bien que l'absentéisme, c'est une clé de motivation, de démotivation. Plus j'ai absentéisme, moins j'ai une motivation. Et puis le turnover, j'ai un turnover de moins 6%. C'est intéressant quand même. Et ça, je l'ai expérimenté dans les entreprises, puisque après, à 40 ans, ce que j'ai fait jusqu'à 60 ans, j'ai passé ma vie à redresser les boîtes et à développer les entreprises avec toujours ces deux convictions, comment je rends heureux les collaborateurs et comment je deviens, moi, optimiste. Et ça a toujours fonctionné comme ça. Alors, pourquoi ça? Pourquoi ceci? Pourquoi on a ces chiffres? Tu prends une photo, Jean? Ouais. Vous avez le droit de prendre les photos, de filmer. Ça, vous avez tous les droits, surtout le droit d'aller après sur les réseaux. Hein, on est d'accord? Bien. Donc, pourquoi ceci? Pourquoi ceci? Attention, attention à la photo suivante, elle risque de vous choquer. Parce que vous allez devenir comme ça. L'optimisme est en meilleure santé. Vous avez vu encore le boulot qu'on a? Pourquoi l'optimisme est en meilleure santé? Parce qu'on sait aujourd'hui que quand on a cette vision du monde, cette façon de penser, on crée ce qu'on appelle des hormones qui sont la dose, les dopamines, ocytocine, sérotonine et endorphine, qui sont les hormones du bonheur, du bien-être, de la satisfaction. Si on est l'inverse, on crée du cortisol, vous connaissez les fameux cortisol, qui donne le stress, et au-delà du stress, qui donne des maladies graves. Vous avez le choix d'être pessimiste. Vous avez aussi le choix d'être optimiste. C'est quand même mieux. Ok, j'ai compris. Je vois des gens qui n'ont pas envie d'être optimistes. Alors, je vais vous donner 3 autres solutions pour faire monter la dose. Deuxième solution, le sport. Qui fait du sport ici? Qui fait de l'activité physique? Oui, qui court par exemple? Oui, qui fait du vélo? Vous savez qu'aujourd'hui, c'est la journée nationale du vélo? Fabuleux. Hein? Bien. Est-ce qu'il y a des personnes qui font du marathon? Madame, ouais, quel marathon faites-vous? Et on y était, j'étais aussi. Quand ça? 2022 aussi. On l'a fait ensemble. Enfin, on l'a. Hein, Niscan, il faisait beau. Hein, il faisait beau. Un peu frais, mais beau. Hein, vous vous souvenez? Voilà, moi aussi, je fais des marathons. Hein, et le marathon, vous savez, quand on commence à faire le marathon, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Un marathon. On a envie de courir, parce qu'on a justement ces dopamines, ces ocytocines, ces sérotonines, ces endorphines qui viennent. Ne faites pas de sport, c'est pas grave. Je vous donne une autre clé. Troisième clé, la méditation. Qui médite ici? Ouais. Hey, et moi, là où je suis content, c'est que j'ai même des hommes. Vous savez, parce que souvent, quand je dis qui médite, j'ai des dames qui lèvent le bras et des hommes qui sont comme ça. Hein? Vous savez que la méditation, ça permet de... Là, j'ai des grands méditants. Je vais faire attention à ce que je dis. Ça repose le cerveau. D'accord? Bon, ok, d'accord, j'ai compris. Vous voulez pas être optimiste? Vous voulez être encore plus? Vous faites de l'activité physique. Vous faites la méditation et je vous donne une 4e clé. Non, je ne la donne pas parce que je ne peux pas la donner ici. Mais si vous la trouvez, je serai heureux de la voir. Oui, madame, je sais bien. L'activité sexuelle, je sais. C'est la plus forte dose d'adrénaline que l'on a. Vous n'avez pas oublié. Je vous vois dubitatif, là. Essayez ce soir, vous verrez.
demain matin, vous irez beaucoup mieux. Hein? Bon, ce n'est pas obligatoire non plus, hein. Parfois on est fatigué. Alors, quand on est comme ça, quand on pense optimiste, sérieusement, mais ça permet de mieux résister au stress. Et vous savez qu'on est une société de stress, toujours plus haut, toujours plus fort. Vous êtes des personnes dans une entreprise, certainement, qu'on vous a donné des objectifs plus forts que l'année dernière. Souvent, on vous dit, attention, si tu ne le fais pas, ça va être dangereux, etc., etc. On est complètement sur le stress. Mais si j'ai une vision positive du monde, optimiste du monde, je vais mieux gérer ce stress. Je ne dis pas que je ne l'aurai pas, mais je vais beaucoup mieux le gérer. Et comme je gère mieux le stress, je vais être beaucoup plus créatif. Et ce qu'on demande aux collaborateurs, ce qu'on nous demande à nous tous, ce qu'on demande dans les associations, c'est d'être créatif. C'est ça qu'on demande dans les entreprises. Vous voyez, est-ce que l'optimisme peut vous apporter une meilleure santé, peut vous apporter une meilleure gestion de stress et peut vous permettre d'être créatif, beaucoup plus créatif. Je vais vous présenter une vidéo que vous connaissez très certainement, surtout si vous faites de la formation. Il y a ces deux équipes de 3 enfants, maillot blanc, 3 enfants en maillot blanc et 3 enfants en maillot noir. Vous connaissez ça? Si vous connaissez, vous dites rien. Si vous ne connaissez pas, vous jouez. Ce que je vais vous demander de compter, c'est le nombre de passes que se font les enfants en maillot blanc. On est d'accord? C'est parti? C'est parti. Comptez bien, je compte sur vous. Hein. Vous avez bien compté? Voilà. Alors, combien? Alors, qui me dit... On va commencer, tiens, 13. 13, j'ai un monsieur. 13, j'ai 2 monsieur. 14. 14, oui. 15. 15. 16. Oui, 17. OK, 18. Non, donc je vais de 13 à 17. On est d'accord? J'ai bien compté. 13 à 17. Je vous assure que c'est la même vidéo pour tout le monde. Je n'ai pas mis une vidéo à 14, une vidéo à 13, une vidéo à 15, j'ai pas mis. C'est la même vidéo pour tout le monde. Tout s'est bien passé? Non? Qu'est-ce qu'il y a eu? Vous avez vu quoi? Vous avez vu un singe? Vous avez vu un gorille? Qui est-ce qui a vu un gorille? Qui n'a pas vu de gorille? Et cette conférence commence à m'étonner de plus en plus. Josette, t'as vu un gorille, toi? Oh ouais, moi, je vois le gorille. Bon, qui a raison? Qui a vu un gorille? Madame, vous avez vu le gorille? Mais madame, elle n'a pas vu le gorille. Et qui a raison? C'est vous ou c'est madame? Recomptons. Nelly, t'as pas vu? Si. Alors, recomptons. Voyons s'il y a un gorille. Il n'y a pas de gorille, on est d'accord? Il n'y a pas de gorille, 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 il n'y a pas de gorille. Ah! Regardez, regardez, regardez le gorille, il vous nargue en plus, regardez, regardez! Vous avez vu un peu? C'est fou, madame! Vous savez pourquoi? Il y a une vidéo que pour vous. Alors c'est quoi ce gorille? C'est quoi ce gorille? Dites-moi, c'est quoi ce gorille? C'est quoi ce gorille? On est d'accord qu'il y avait un nombre de passes, 13, 14, 15, 16, 17. On n'est pas allé plus haut cette fois-ci. Des fois, je suis même allé à 18. D'accord? Oh, il y a combien de passes, Hervé? Ouais. 15 passes. Il y a 15 passes. Voilà. Donc, mais vous voyez, on a été perturbé. Donc, est-ce que vous considérez que ce gorille, c'est un perturbateur? Oui, c'est un perturbateur. On est d'accord? Moi, je vous fais une autre analyse. Si ce gorille, c'était une opportunité. Si ce gorille, c'est votre client qui vient vous voir pour vous dire qu'il n'est pas content. Perturbateur, opportunité. Si ce gorille, c'est... Imaginons que vous soyez responsabilité de l'entreprise. Ce collaborateur qui vient vous voir pour vous demander une augmentation de salaire. Gorille, pas gorille. Dans notre vie, on a constamment des gorilles. Ça veut dire des gens qui viennent nous perturber. Et je peux en faire quelque chose de négatif ou je peux en faire quelque chose de positif. Je vous raconte un gorille qui m'est arrivé. J'ai encore le temps, Josette? Oui, j'ai encore le temps. Le gorille qui m'est arrivé, c'est le Covid.
Vous avez tous connu le Covid. Bien. Mon métier, moi, c'est de faire des conférences. Ça veut dire quoi? C'est pendant le Covid, j'ai perdu 100% de mes commandes. Le 16 mars 2020, quand le président nous dit « c'est la guerre », je perds 100% de mes commandes. 100% de mes commandes, ça veut dire que mais j'ai plus de ressources. Donc je fais mon calcul, je vois avec ma femme 4 mois de trésor. Ça va être chaud. Ça va être très très chaud. Ma femme me dit qu'est-ce qu'on fait? On va se coucher. On va au lit déjà. La première chose. Le lendemain, je me lève, je lui dis chérie, quel bonheur. Je vous assure que c'est vrai. Je dis on va vivre un moment extraordinaire. Un moment fabuleux. Un moment que avant nous, personne n'a vécu, après nous, personne ne vivra. Un moment que nous sommes les seuls dans l'humanité à vivre. Ce confinement où tout s'arrête. Alors je lui dis, il faut le vivre avec gourmandise. Il faut l'aimer, ce moment. Il faut le vivre avec enthousiasme. Elle me dit, ok, d'accord. Même elle me connaît. Puis je téléphone à mon associé, je lui dis, Thierry, il me dit, t'as bien dormi hier? Tu sais, ouais, je me demande si on ne devrait pas fermer la boîte. Je dis, tu rigoles ou quoi? C'est la dernière chose qu'on va faire. Je dis, tu sais pourquoi? Parce qu'on va vivre un moment exceptionnel. Un moment avant nous, personne ne vivra. Après nous, personne ne l'avait vécu. Je sens bien qu'au téléphone, il fait la tête. Et là, je lui dis, tu sais, j'ai une conviction très forte, très très forte, que j'ai depuis des années. Et cette conviction, c'est que c'est pendant les plus grandes crises que se créent les plus belles réussites. Et je lui dis ça. Il me dit, et alors Thierry, on va faire un truc qu'on n'a jamais fait. On va monter une boîte qu'on n'a jamais montée. On va avoir un succès qu'on n'a jamais eu. Il me dit quoi? Je dis, j'en sais rien. Mais on va le faire. Un optimiste ne sait pas ce qui va se passer, mais sait que ça va bien se passer. Le lendemain, on fait un Zoom, alors on apprend à faire le Zoom, avec 3 copains, donc vous en connaissez un qui est Siegfried Hack. Et là, on commence à cogiter. Puis à un moment donné, il y en a un qui dit, mais tu sais Jean-Philippe, on avait décidé qu'on serait que positif, que optimiste. Et il me dit, tu sais, on a une sacrée opportunité. Je dis, ah bon? Laquelle? Mais des gens comme nous, il y en a plein sur Terre. Il y en a plein en France qui ont perdu 100% de leur chiffre d'affaires. On n'est pas les seuls. Je dis, c'est une opportunité? Tu me dis, oui. Parce que ce qu'on va faire, on va les aider à remonter la pente. On va les aider à réfléchir, à rebondir, à réussir. Et on a créé une plateforme Internet qui s'appelle millésime.best. Millésime parce qu'on s'était dit que c'était un sacré millésime, on ne s'était pas trompé. Et .best, on a pu prendre .org, .com, .fr. On a pris .best pour montrer à tout le monde que ça pouvait être la plus belle année de sa vie. Et vous savez quoi? Pendant un an, on a diffusé des vidéos, plus de 100 vidéos. Pendant un an, on a fait des webinaires, plus de 52 webinaires. On a invité tous les plus grands qui étaient là. On a fait des communications. On a aidé 2300 chefs d'entreprise. 2300 chefs d'entreprise à rebondir, réussir. Simplement. Parce qu'il y a une conviction qui est, conviction optimiste, que c'est pendant les plus grandes crises que se créent les plus belles réussites. Imaginez que, au lieu d'avoir cette conviction, j'en ai une autre. Une vraie aussi. C'est pendant les plus grandes crises que se créent les plus belles faillites. Elle est vraie, celle-ci aussi. Imaginez-vous si je dis ça à mon associé, on ferme la boutique. Tellement on a communiqué, tellement on a fait des webinaires. Vous savez quoi? J'ai fait une des meilleures années en conférence en 2020. Oui, bien sûr, j'étais derrière mon écran. À tel point que chez moi, c'était plus un salon, c'était un studio télé. J'avais des caméras partout, j'avais des spots partout, et je donnais des conférences, j'arrêtais pas, toutes les semaines, j'en donnais 2 ou 3. Tellement on avait communiqué. Ça part d'une conviction optimiste sur le futur, sur la vision de la vie. C'est ça, un optimiste. Et parce qu'un optimiste, c'est quelqu'un qui sait s'adapter à toutes circonstances, parce que sa vision du monde est positive, et parce qu'il sait s'adapter, eh ben, il va aller voir constamment les opportunités. L'optimisme est un choix. L'optimisme est le choix dans tout ce qui se passe d'aller voir les opportunités. Alors, comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne concrètement? Parce que vous me dites, ok, j'ai compris que c'était un choix. J'ai compris que ce choix donnait des résultats. J'ai compris que pour moi, c'est plutôt favorable. Mais comment ça fonctionne? Imaginez, vous avez un objectif, des objectifs, professionnels, associatifs, familiaux, peu importe. Ces objectifs, vous êtes d'accord qu'il va se transformer en résultat? Oui? Vous êtes d'accord avec ça?
Objectif, résultat. Atteint, pas atteint. Binaire. Comment binaire? Oui, binaire. Atteint, pas atteint. Je suis pas certain, quand je dis ça, binaire, je dis non, c'est pas binaire. La vie, c'est pas noir ou blanc, c'est aussi gris. Je vous pose une question. Si vous avez atteint 99% de l'objectif, est-ce que le résultat est atteint ou non atteint? Ah, bonne question. Alors, qui me dit il est atteint? Résultat atteint. Ouais. Qui me dit résultat non atteint? Et qui me dit rien? Beaucoup. Alors, je vais vous dire quelque chose, messieurs et mesdames, mesdames et messieurs. Quel est votre prénom? Non, derrière. Grigna. Vous avez fait le marathon de Nice. Le marathon, il fait 42 km, 195. Vous avez passé l'arrivée. Imaginez-vous, à 42 km, vous vous arrêtez. Est-ce que vous avez fait le marathon? Non. Si vous arrêtez à 42 km, votre marathon n'est pas fait. Pourtant, j'ai fait 99,99%. Je n'ai pas la médaille. Je n'ai pas le maillot du finisher. Vous vous rendez compte, le lendemain? Ma femme, elle ouvre le journal. Elle cherche mon classement. Elle ne me trouve pas. Où tu étais hier? Tu es arrivé fatigué, en transpiration? Tu me dis que tu étais au marathon? Regarde. Pour 195 mètres? Pour 1%? Je peux aller au divorce? Plus sérieux. Plus sérieux. Vous avez des enfants, vous aurez des enfants. Vous avez eu des enfants. Quand il se passe l'examen, vos enfants, le bac ou n'importe quoi, vous dites quoi? Si t'as 9, c'est vachement bien. Non, vous dites pas ça. Vous dites pas si t'as 9, c'est vachement bien. Vous dites je veux que t'aies au moins 10. Même la mention. Vous imaginez dire à votre enfant le matin quand il part passer son bac, si t'as 9, c'est vachement bien. Mais non. 99%, c'est pas réussi, les amis, c'est un autre résultat, mais c'est pas le résultat que je voulais. Je donne cette conférence un jour devant 800 vendeuses. Je peux vous citer la boîte. Thermomix. 800 vendeuses, je leur dis, attends. Vous savez ce que m'avait dit le patron avant? À force de ça, j'ai perdu 1,5 million d'euros sur ce qu'on voulait faire. Parce qu'on était à 99%. Je donne des conférences pour EDF Nucléaire. EDF Nucléaire, vous savez que quand ils arrêtent le réacteur, ils ont 83 jours pour le remettre en marche. Chaque jour supplémentaire coûte 1 million d'euros. Non, mesdames et messieurs, par rapport à mon objectif, qu'il soit là, là, là ou là, c'est 100% le résultat. Sinon, il n'est pas atteint. Je suis désolé. C'est une mauvaise nouvelle pour vous. Mais c'est comme ça. C'est la vie. J'ai une deuxième mauvaise nouvelle pour vous. C'est qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre le résultat? Il faut se mettre en action. Et la deuxième mauvaise nouvelle, c'est quoi? C'est que j'ai écrit action légère ou action massive. Il n'y a pas de résultat sans action massive. Il n'y en a pas. Oui, il y aura un autre résultat, mais pas celui de mon objectif. Deuxième mauvaise nouvelle. Je vois que les gens commencent à faire la tête. Mais quel est le carburant pour faire ça? Le carburant, c'est l'énergie. Soit j'ai une énergie basse, soit j'ai une énergie élevée. Énergie basse, je n'ai pas envie de faire. Énergie élevée, j'ai envie de faire. Ça vous arrive le matin parfois de ne pas avoir d'énergie quand vous vous levez? Oui? Non? Vous avez deux choix. Le matin, quand vous n'avez pas d'énergie, vous avez deux choix. Soit vous dites, oh là là, encore un jour. Oh, vivement ce soir. Eh ouais, mais on n'a que 30 000, les amis. Vivement ce soir. Et puis, tu sors de chez toi, d'abord, tu es en retard. Rien ne va. Tu sors, t'as les poubelles. Au moment où c'est l'école, tu prends tous les rouges. Vous avez remarqué ça déjà? Quand vous n'avez pas d'énergie, tout ce qui arrive, et tu arrives au bureau, et là tu t'enfermes, parce que tu veux voir personne. Et le premier coup de fil que tu prends, c'est quelqu'un qui se plaint. Tout ça parce que le matin, tu n'avais pas d'énergie. Ou tu as une deuxième façon de faire, c'est que tu vas switcher le matin pour avoir de l'énergie. Et pour avoir de l'énergie le matin, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir un rituel. Il faut avoir un rituel. Et si vous avez un rituel le matin qui vous permet de switcher de énergie basse à énergie haute, vous allez avoir une journée qui va être différente. OK?
Qui a du rituel ici? Je vais vous raconter le mien, permettez? J'ai le temps? Oui, j'ai le temps. Je vous raconte mon rituel parce que vraiment, vraiment, j'ai envie de vous le raconter. Je vous demande une seule chose. C'est d'être... soyez pas moqueur, quoi. D'accord? C'est un rituel, c'est toujours un peu bébête, c'est toujours bisounours, d'accord? Hein? Je vous raconte le mien quand même. Alors moi, je suis marié depuis 43 ans, il faut que je calcule. Le 6 juin, donc j'ai déjà réservé le restaurant. Tu sais. Je suis marié depuis 43 ans. Et ça fait 43 ans que tous les matins, quand je suis chez moi, je vais dire pas souvent, si souvent, c'est quand je suis chez moi, vous savez la première chose que je fais? Je vous assure que c'est vrai. La première chose que je fais quand je me réveille, pas loin, je fais un sourire à ma femme. Je sais, c'est bisounours, c'est bébête. Un jour, j'ai décidé que c'était tellement idiot que j'ai décidé de changer le rituel. Et je lui ai dit un matin, t'as pris toute la place, t'as ronflé, j'ai pas pu dormir. Ça n'a pas marché. Je vous assure que ça n'a pas fonctionné. Pourquoi je lui souris le matin? Non, pas pour qu'elle me fasse le café. Je lui souris le matin pour qu'elle me sourit. Ben oui. Et je vois que vous ne le faites pas souvent, ça. Hein? Mais oui. Normalement, si vous souriez, les gens ont envie de vous sourire. On sait très bien que le sourire est une porte d'entrée. Si vous arrivez au bureau en faisant la tête, moi, si je suis votre collaborateur, j'ai envie de vous sourire? Ben non, j'ai pas envie de vous sourire. Alors si vous arrivez le matin au bureau avec le sourire, j'ai envie de vous sourire. Quand vraiment, vraiment, ça ne va pas, vous savez ce que je fais? Vous maquillez, vous rasez tout le monde le matin, là. Sauf monsieur, mais il a la barbe. Et moi, ce que je fais le matin, quand vraiment, vraiment, j'ai l'énergie basse, et je ne vais pas vous expliquer pourquoi, mais devant la glace, je fais une grimace au gars qui est en face. Et vous savez quoi? Il me fait une grimace, il me répond l'idiot. Et donc, parfois, je souris, et il me sourit. Mesdames et messieurs, c'est bisounours ce que je vous raconte. Mais juste pour vous dire que la vie, c'est un miroir. Et qu'on reçoit toujours ce qu'on donne. Si je fais la tête, j'aurai la tête. Si je fais le sourire, j'aurai le sourire. Quand j'arrive dans mon entreprise, si dans mon association, si je suis président, ma façon d'être, ma façon de sourire, ma façon de parler va donner les résultats, positifs ou négatifs. C'est ça l'énergie. Si à mes collaborateurs, je donne une énergie élevée, ils ont envie de faire les choses. Si à mes collaborateurs, je donne une énergie basse, ils n'ont pas envie de faire les choses. Je dis, ok, d'accord. Mais comment ça? Ça vient par l'émotion. Soit j'ai des émotions dynamisantes, soit j'ai des émotions limitantes. Qu'est-ce que j'ai comme émotion limitante? La haine, la jalousie, le ressentiment, la colère, les reproches, tout ça. Si c'est au quotidien, c'est appelé des émotions de rejet. J'ai plus envie de vous suivre. J'ai plus envie de vous suivre dans votre aventure, monsieur, madame. Et donc, je vais baisser l'énergie de mes collaborateurs. Je vais baisser l'action. Et si jamais je vais des émotions dynamisantes, qu'est-ce que j'ai comme émotion dynamisante? Le rire, le sourire, la récompense, l'estime, la reconnaissance. Et là, c'est l'émotion d'adhésion. J'ai envie de vous suivre. Et donc, je vais modifier le niveau énergétique de mon entreprise, de mes collaborateurs, de mes associations, de ma famille. Et je vais avoir des résultats beaucoup plus probants. Et ça, je l'ai vécu toute ma vie. Alors, comment ça marche? Ça marche parce que c'est ma façon de penser. Soit ce monde, je le vois négatif, soit ce monde, je le vois positif. Soit ce monde, je le vois pessimiste, soit ce monde, je le vois optimiste. C'est ma façon de penser au quotidien. Vous avez raison, prenez la photo, c'est l'élément le plus important de la conférence. Quand on a compris ça, on a tout compris. Quand on a compris que ma façon de penser va travailler mes émotions, va travailler mon énergie, va travailler mes actions et mon résultat, on a tout pigé. Et quand on est chef d'entreprise, peut-être qu'il y a des chefs d'entreprise dans l'entreprise, dans la société, dans la salle, peut-être qu'il y a des responsables. On a tout compris de comment atteindre des résultats et comment motiver ses collaborateurs. Alors regardez, je vais me faire aider parce qu'on arrive à la fin. Ah, j'entends des gens qui font ouf. On est à la fin par quelqu'un que j'adore, le Dalai Lama, qui nous dit cette parole extraordinaire. Fais attention à tes pensées, elles deviennent tes paroles. Fais attention à tes paroles, elles deviennent tes actes. Fais attention à tes actes, elles deviennent tes habitudes. Fais attention à tes habitudes, elles deviennent ton caractère. Fais attention à ton caractère et ton destin, mesdames et messieurs. Si notre destin ne nous convient pas, il ne faut pas le blâmer. Il faut juste changer notre façon de penser. Nous ne sommes que la conséquence de nos pensées. On a vu que les actions, les actes viennent de notre pensée.
Alors, je voudrais vous passer une vidéo. Vous connaissez aussi cette vidéo forcément. Ce que je vais vous demander, c'est d'écouter le commentateur. Vous êtes d'accord? C'est parti. Je ne dis pas ce que c'est, vous allez la découvrir, mais écoutez le commentateur. Florian Gay qui va prendre le bâton pour la France sur les Russes. Ouais, il y a Zikova qui vient attaquer la Russe. Là, ils ont fini fort, les Russes et les Ukrainiennes. La France est quatrième, il y a du trafic, elle a perdu un peu de temps. Florian, ça va être dur. Ça va être très dur parce que le podium est dessiné là-bas. Ouais, c'est les 3 favoris devant. Ouais. Et il n'y aura pas de podium pour le 4x4 français parce que là, on ne revient pas. Hein. Les Russes, l'Ukraine et la Grande-Bretagne. C'est vrai qu'il y a eu un problème dans le trafic et que Florian a perdu du temps. Et on va regarder la bagarre entre l'Ukraine et la Russie, avec toujours la possibilité pour Adéoyer, alors que Floria donne tout ce qu'elle a, mais malheureusement, ce sera pas suffisant. Ah, ça revient fort, elle revient fort. Ouais, la Britannique est en train de craquer. La Britannique est en train de craquer. Je pense que ça va être juste, mais elle va tout donner. Ah non, la Britannique a temporisé. Elle est en train de relancer. Elle revient sur la Russie, elle va passer. Écoutez bien. Mais regarde. Mais c'est pas possible. Elles sont extra. Merci pour Muriel. Merci pour Muriel. Regarde. Je vous ai dit qu'elles se battraient pour Muriel. Floria. Extraordinaire. Extraordinaire. Mais Floria. Extraordinaire. Alors, imaginez-vous que Floria, elle ait une oreillette. On est d'accord, hein? On est d'accord. Expliquez-moi pourquoi parfois nous sommes ce commentateur, puisqu'on sait que ça ne marche pas. Pourquoi parfois on va dire on ne va pas y arriver? Pourquoi parfois on dit c'est pas possible? Pourquoi parfois on dit j'ai les meilleurs devant moi? Pourquoi parfois on dit j'ai la concurrence trop forte? Puisqu'on sait que ça ne marche pas. Vous êtes d'accord que si elle a une oreillette, elle ne peut pas gagner? Ou alors il faut qu'elle ait un mental très fort. Pourquoi elle gagne? Elle gagne pour plusieurs raisons. Elle gagne d'abord parce que, écoutez-moi bien, c'est un peu de management. Elle gagne parce qu'elle a un objectif SMART. Vous connaissez SMART, je ne vais pas vous faire la définition. Claire. Être championne d'Europe. Elle gagne parce qu'elles ont un pourquoi fort. C'est quoi le pourquoi? Je gagne pour Muriel. Muriel, c'est sa dernière course. Muriel, vous la connaissez, Muriel Urtis, grande championne française, c'est sa dernière course. Je gagne pour toi. Objectif, pourquoi fort et engagement. Dans la chambre d'appel, elles se sont engagées à gagner, à faire le maximum. Elles ont fait un check toutes les 4 et elles ont dit on va gagner pour toi, Muriel. Et pourtant ça ne suffit pas puisque dans la ligne opposée, elle est 4e. Qu'est-ce qui se passe là? Elle le raconte. Elle le raconte en disant j'ai pensé à l'engagement, j'ai pensé à l'objectif, j'ai pensé à notre pourquoi et je ne pouvais pas ne pas être sur la boîte. Donc j'ai donné tout ce que je pouvais donner. En fait, elle a modifié sa pensée. Elle a modifié ses émotions. Elle a modifié son énergie. Et là où normalement elle devait perdre cette course, elle va la gagner. Simplement parce qu'elle avait décidé de modifier sa façon de voir cette course-là et le résultat. Alors, on arrive à la fin de notre conférence. À votre avis, qui est-ce? On ne peut rien vous cacher. Chérie, que nous dis-tu? Je connais plein de pessimistes autour de moi, mais crois-tu que les pessimistes peuvent devenir optimistes? Quelle question. Est-ce que vous pensez, vous, qu'un pessimiste peut devenir optimiste? Oui. Oui. Oui? Oh, j'ai fini la conférence. Oui, vous avez raison. Vous avez raison et je vais vous raconter... Vous me permettez de raconter la dernière histoire? Et après, vous allez juste... Ça va, ça n'a pas été trop long? Il y en a encore pour une heure. Alors, la dernière histoire. Vous me permettez de vous raconter une histoire d'amour pour film. Oui? Vous êtes d'accord avec ça? Même si vous dites non. Bien. Mesdames et messieurs, comme c'est une histoire d'amour, à cette époque,
Mon père a 87 ans. Ma mère a 85 ans. Ils vivent tous les deux dans un charmant village en Bretagne. Pour ceux qui connaissent Damgan, Carroyal, exactement. Ils ont une maison magnifique au bord de la mer, à 200 mètres de la mer. Mon père a une retraite extraordinaire. La retraite que vous n'aurez jamais, ce que j'appelle la retraite Mitterrand, vous savez. C'est-à-dire qu'à l'époque, vous pouvez partir à 60 ans avec son salaire taux plein, parfois même plus. Ça, c'est fini. D'accord ? Et donc, ils ont tout pour être heureux. Ils sont en bonne santé. Ils ont tout pour être heureux. Pourtant, vous avez compris que mon père est plus enclin à faire des reproches, à être négatif qu'à être positif. Et donc, il se plaint constamment. Il râle constamment. Ma mère, c'est tout l'inverse. Ma mère, elle est super optimiste, super enthousiaste, super positive. Quand je lui téléphone, elle me parle de ses projets, comment elle arrange la maison, comment elle modifie, comment elle prépare Pâques, comment elle prépare Noël, comment elle prépare les vacances. Elle me dit surtout, n'en parle pas à ton père, ça l'énerve. Donc on n'en parle pas à mon père, ça l'énerve. Mais ce sont nos parents et on les aime. Et vous savez qu'en Bretagne, l'hiver, il y a des Bretons ici. Je peux dire ce que je veux. La Bretagne, l'hiver, il fait froid et il pleut. Pas seulement l'hiver. J'attendais ça. Pas seulement l'hiver. Il y a 2 saisons en Bretagne, le 15 août et le reste de l'année. Alors, donc pas seulement l'hiver. Et donc nous, on les aime. Et comme on habite à Nice, Menton, dans cette région-là, on leur offre pendant 6 mois un logement à Menton pour qu'ils soient heureux. Là. Ma mère est super contente. Ma mère est super contente parce qu'à Menton, il fait beau. Il y a du soleil. Il y a du monde. Il y a tout à proximité. Elle est heureuse. Et mon père, il râle. Il se plaint. Parce qu'à Menton, il fait beau. Il y a du monde. Il y a tout à proximité. Et ça l'énerve. Lui, il ne pense qu'une chose, c'est de rentrer en Bretagne, au moins seul, là, dans son bureau. Ma mère, elle est seule, ailleurs. Là, ils sont tous les deux. Mais ils râlent. Alors, maman nous invite souvent le dimanche au déjeuner. Et nous, comme ça se passe mal avec mon père, on n'y va pas. Et un jour, on y va quand même, parce qu'on dit, bon, maman, elle ne peut pas nous inviter, elle fait le repas. Et on y va. Et je suis accompagné par ma sœur. Et là, on voit mon père complètement différent. Alors, mon père qui était plutôt joyeux, plutôt positif. Et on lui dit, papa, on est content de te voir comme ça. Me voir comment? Me voir, tu sais, plutôt joyeux, heureux. Et là, il a cette réponse extraordinaire. Il dit à ma sœur, j'étais à côté, c'est à cause des conneries de ton frère. Ma sœur dit, quelle connerie. Et tu sais bien, Jean-Philippe, il te dit que si tu veux être heureux, tu peux être heureux. Que si tu veux être optimiste, tu peux être optimiste. Il en fait même des conférences. Oui, mais papa, ça, c'est pas ton truc à toi, ça. Toi, tu as choisi d'être pessimiste. Tu as choisi d'être malheureux. Et lui, il a un rituel. Il a un rituel, c'est que tous les après-midi, il regarde une émission que vous connaissez peut-être qui s'appelle C'est dans l'air. Et là, ce jour-là, C'est dans l'air. Le thème, c'est le bonheur. Et l'invité principal, c'est Frédéric Lenoir. Et là, on se dit, nous, c'est sûr que là, il ne regarde pas, on peut lui téléphoner. Non, il regardait! Il dit, j'ai regardé Frédéric Lenoir. Et Frédéric Lenoir, il parle comme ton frère. Et qu'est-ce qu'il dit, Frédéric Lenoir? Il dit, si tu veux être heureux, tu peux être heureux. Oui, mais papa. Oui, il dit que si tu veux être heureux, il faut savoir relativiser. Qu'il faut regarder le monde de façon différente. Qu'il faut s'émerveiller. Pour un rien, pour un tout. Et papa, oui, papa, mais bon. Il a cette parole extraordinaire. Il nous dit, je vais essayer. Je vais essayer d'être plus heureux. Je vais essayer d'être plus optimiste. Il a 87 ans. Vous savez quoi? Il a réussi. Enfin, il y a des rechutes. Mais il a réussi. Il a réussi à être plus heureux. Là où j'ai pris la décision à 21 ans, mon père la prend à 87 ans. Il n'y a pas d'âge pour prendre une décision d'être heureux.
Qu'est-ce qui s'est passé? Ma mère, parce que mon père est plus gentil, plus aimable, moins vindicatif, moins faire de reproches, ma mère a perdu 15 kilos. Parce que vous savez que le stress, ça fait ou grossir ou maigrir. Ma mère, qui porte de l'oxygène, un petit peu, elle a gagné 2 heures d'autonomie par jour. Parce qu'elle a moins de stress. Elle est moins sous pression. Elle ne se dit pas à chaque fois qu'elle fait quelque chose comment elle va se faire engueuler. Et puis, pendant 30 ans, nous n'avons pas passé un Noël avec nos parents. Et là, depuis, les 4 enfants, puisque nous sommes 4, avec les conjoints, nous passons Noël en famille, simplement. Parce qu'à un moment donné, un homme a cru qu'il était possible de pessimiste de devenir optimiste, de malheureux de devenir plus heureux. Ma mère a 90 ans et on fête son anniversaire. Mon père a donc 92 ans, vous avez compris qu'il y a 2 ans de différence. Et il nous invite au restaurant en Bretagne, on y va, toute la famille. Et on monte dans la voiture, je conduis parce que mes parents ne peuvent plus conduire. Ma mère est derrière, mon père à côté. Mon père me dit, tu sais, Jean-Philippe, je vais faire un discours pour les 90 ans de ta mère. Oui, c'est normal. On roule et Jean-Philippe, tu sais que j'ai fait un discours pour les 90 ans de maman. Oui, c'est normal. On arrive au restaurant, il me dit, tu sais, je sais. Il fait asseoir tout le monde, il sert le champagne, il se lève, il commence son discours. Jamais on lui avait entendu dire des mots d'une telle beauté, d'une telle humanité, d'une telle gentillesse. Il raconte comment il a connu ma mère, comment il l'a aimée, nous qui pensions qu'il ne l'aimait pas. Il raconte comment nous sommes nés dans telles circonstances, avec des paroles magnifiques, des paroles merveilleuses. Et puis tout d'un coup, il se tourne vers ma mère, il s'effondre en pleurs, et il lui dit, excuse-moi de tout le mal que je t'ai fait. Et il conclut par cette parole qu'il n'a pas souvent dite, je t'aime. Simplement, parce qu'un jour cet homme a décidé qu'il pouvait changer, a décidé qu'il pouvait de pessimiste devenir optimiste, de malheureux devenir heureux. Mes parents sont partis maintenant, à 95 ans mon père, ma mère l'a rejoint 3 mois après, parce que l'amour était trop fort. Ils sont partis tous les deux, en nous laissant un souvenir merveilleux, parce que les deux, mon père le premier, nous a dit je t'aime, et ma mère nous a dit je t'aime. Simplement, parce qu'un jour, quelqu'un a décidé qu'il pouvait changer. Mesdames et messieurs, oui, ma Béa, mon amour, oui, on peut changer. On peut devenir optimiste. Alors, mesdames et messieurs, pour conclure, si l'optimisme a permis à un jeune homme de 27 ans de redresser une entreprise de 75 salariés et de la laisser plus tard avec 350 salariés, en ayant la fierté de verser un intéressement l'équivalent de 3 mois et demi de salaire. Si l'optimisme a permis à un jeune homme avec une maladie génétique de faire le choix qu'il s'imposait pour qu'il soit champion du monde de ski et médaille d'or olympique, médaille d'argent, médaille de bronze. Si l'optimisme a permis à 5 amis pendant le Covid d'aider plus de 2300 chefs d'entreprise à réfléchir, à rebondir, à réussir. Si l'optimisme a permis à une jeune femme de changer son destin et de gagner une course dont on disait qu'elle ne pouvait pas gagner puisque devant elle, il y avait les 3 meilleures nations. Et enfin, si l'optimisme a permis à un homme, à la fin de sa vie, d'être beaucoup plus heureux et d'apporter du bonheur autour de lui, d'apporter du bonheur à sa famille. Alors, mesdames et messieurs, ce que je crois, c'est que l'optimisme peut changer le monde. Ce que je crois, c'est que l'optimisme peut changer les entreprises. Ce que je crois, c'est que l'optimisme peut nous changer nous-mêmes.
Je suis persuadé que l'optimisme peut rendre un monde plus bienveillant, plus respectueux, un monde de paix. On en a bien besoin aujourd'hui. Alors, si vous pensez comme moi, si vous pensez que l'optimisme est une clé pour le bonheur, si vous pensez que l'optimisme est une clé pour l'avenir, peut-être que vous serez certainement les meilleurs ambassadeurs pour construire un monde en paix, un monde respectueux et un monde magnifique. Et je vous remercie infiniment de votre attention et je vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. Merci beaucoup.